Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mémorable, le podcast qui raconte des histoires d'objets extraordinaires. Je suis Colline Laurent et aujourd'hui je reçois Alexandra Tempère de la boutique Un jour une vieillerie à Paris. Bonjour Alexandra. Bonjour Colline. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Je t'en prie. Alexandra, tu es une passionnée de brocante qui écrit beaucoup sur Instagram. Tu partages souvent des histoires d'objets que tu chines, mais surtout tu racontes tes rencontres avec celles et ceux qui te vendent ou qui t'achètent tes vieilleries dans ton magasin de la rue d'Orient à Paris 12e. Pourtant, à côté de ça, tu dis que t'es pas du tout attachée aux objets et que tu préfères qu'ils circulent. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi d'ouvrir une boutique pour arrêter de chiner pour toi et de pouvoir partager avec les autres ? Alors c'est complètement pour ça, et c'est vrai que je ne suis pas attachée aux objets, même si beaucoup ont du mal à me croire parce que j'ai beaucoup d'objets, notamment dans la boutique, il y a énormément de choses. Et que quand je vais les chercher, je raconte beaucoup d'histoires autour de ces objets, j'ai tendance à beaucoup m'exclamer. Quand je fais une trouvaille, c'est le plus beau truc que j'ai jamais vu, je suis hyper contente, mais ça dure pas longtemps. Et effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens derrière et le fait que ces objets, ils aillent à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert la boutique, parce que ça a commencé à devenir une passion dévorante, et parce que j'avais besoin d'y consacrer, enfin j'avais envie d'y consacrer encore plus de temps. Et pour ça, comme ça me prenait du temps, notamment sur mon boulot et presque pas sur le boulot, plutôt sur ma vie personnelle, parce que ça me prenait beaucoup de temps, vacances, le week-end, etc. Je me suis dit que je pourrais peut-être en faire une activité. Même si, en fait, ça a vraiment commencé quand j'ai cherché un bureau et que j'ai une copine à moi qui travaille dans la photo, et elle avait un petit bureau donc qui donnait sur rue, hein, c'était une petite boutique. Elle en avait fait son studio et puis elle avait mis une table avec quelques objets de brocante dehors. Et je me dis, putain, c'est génial, en fait, je veux trop faire ça. Ça t'a trigger, ça, la brocante dehors. Putain, ouais. Et j'ai commencé à le faire dans mon bureau. J'ai mis une petite table pliante et j'ai mis des conneries devant. Qui était où, du coup ? Qui était rue Alexandre Dumas. Ok. Donc j'ai commencé à faire ça. Et puis, un jour, la première visite que j'ai faite, le premier bureau que j'ai visité, c'était un atelier, c'était ma future boutique. Tout est devenu évident et voilà. Mais il n'y a pas eu de business plan et de vraie réflexion derrière l'ouverture de cette boutique. Hein. C'était vraiment... D'ailleurs, qui pour moi n'était pas une boutique. Ça fait pas longtemps que je dois dire que j'ai une boutique. Mm. Je parlais d'atelier boutique, atelier bureau, et en fait, c'est mon mec qui m'a dit, écoute, en fait, on comprend rien à ton truc, donc faut que tu me dises, c'est une boutique. Effectivement, quand on rentre dedans maintenant, on comprend pas bien que c'est un bureau. Ah oui, non. Non, ni un atelier. Moi, quand je suis allée, quand j'ai découvert ta boutique, j'avais l'impression... Alors déjà, comme je te suivais sur Instagram, j'avais l'impression d'accéder enfin à quelque chose que j'avais désiré depuis longtemps. Donc, il y avait ce sentiment un peu d'accomplissement. Et puis, ouais, c'est un peu Disneyland, quoi. Il y a des couleurs partout, des choses en français, en anglais, différents reliefs. Enfin, voilà, il y en a un tout petit échantillon ici. Et parmi les choses qui ont attiré mon attention, il y a cette toute petite éponge que j'ai tout de suite remarquée parce que du coup c'est une éponge de la marque Spontex qui fait, je la décris pour les gens qui écouteront le podcast, qui fait la taille de mon index et sur lequel il est marqué, alors moi j'avais lu bisous, en fait c'est bijoux. Oui. Voilà, se nettoie et bout à la lessive. Il existe une Spontex pour chaque usage. Donc, une éponge super vintage. Et tu m'as dit que c'était probablement issue d'une dinette. Je ne sais pas si c'était un jouet ou un échantillon, mais depuis j'y ai pensé, je suis quasiment sûre que c'était un échantillon qui s'est retrouvé dans une dinette. Alors, moi j'ai fait des recherches aussi. Okay. Et j'ai trouvé des éponges Spontex de cette taille-là qui servaient à effacer les ardoises des écoliers. Ah ouais. Et j'en ai notamment trouvé sur Internet vendues par des vendeurs de vintage dans un pack avec plein d'éponges comme ça de cette taille-là pour effacer les trucs des écoliers. Donc, c'était pas du tout ce design. Donc, peut-être qu'il y a eu différents usages. En tout cas, c'était bien des années 50, quoi. Donc,
du coup, pour revenir à l'histoire de pourquoi ça m'a interpellée, c'est parce que moi, mon papa travaillait chez Spontex avant ma naissance dans les années 80. Et du coup, nous a rapporté à la maison des tonnes d'éponges Spontex qui n'ont pas cette forme-là, qui ont une forme assez étonnante, en fait, dont je t'ai parlé, qui sont comme ça. Ah, génial. Et du coup, elles sont toutes plates. En fait, elles sont comme ça dans l'usine pour être stockées. Et quand tu les... Donc, du coup, ce sont des éponges qui sont toutes ratatinées, qui ressemblent un peu à un bloc de post-it. Tout à l'heure, on m'a dit qu'elles ressemblaient à une gaufrette. C'est ça. Ça ressemble au paille d'or. Oui, exactement, aux pailles d'or, voilà. Donc, vous vous imaginez une éponge qui ressemble à une paille d'or, sans la confiture au milieu. Oui. Et donc voilà, donc moi j'ai toujours eu ces éponges-là chez moi, donc je ne suis jamais allée au rayon éponge d'un supermarché. Et quand j'ai vu cette éponge, ça m'a fait penser à mon petit papa, c'était juste avant la fête des pères, et donc tu m'as fait don de cette éponge, tu me l'as offerte. Oui. J'étais trop contente avec ma petite éponge Spontex dans ma poche en arrivant. Et du coup je me demandais, ça t'arrive souvent de donner des objets à des gens qui viennent dans ta boutique et qui te racontent leur histoire ? Alors déjà, il faut que tu l'offres à ton papa après, parce que c'est pour ça que je te l'avais donné tout le temps. Alors déjà, dans cette histoire, ce qui était génial, c'est qu'on a vécu un moment comme j'en vis tous les jours à la boutique, et c'est l'âme de la boutique, c'est pour ça que la boutique, elle existe. Ma boutique, c'est pas vendre des choses, vraiment, c'est pas du tout ça. C'est des histoires, et des histoires, en fait, enfin là, ça t'a un peu... je me souviens, t'allais partir... Ton regard s'est posé, enfin, l'objet, il est tout petit, c'était pas du tout dans l'espace de vente, c'était au-dessus de mon bureau. Et là, c'est la Madeleine de Proust, c'est un truc de fou. T'as une émotion, alors non seulement t'as une émotion, et moi, c'est qui me touche énormément, et en plus, tu me racontes un truc, et j'apprends quelque chose. C'est-à-dire, j'apprends que les éponges, elles sont toutes plates comme ça, qu'elles doivent être réhydratées. Enfin, tu m'as raconté toute l'histoire de la fabrication des éponges. Et après ça, moi, je l'ai raconté aussi. Et donc cet enrichissement, je le trouve extraordinaire, et c'est une sorte de rémunération pour moi. C'est-à-dire de me dire, tout ce temps que je passe à chiner, j'apprends plein de choses. Alors la difficulté que j'ai, parce que aujourd'hui, j'ose dire que c'est une difficulté, c'est que je suis beaucoup dans l'émotion. Et effectivement, quand on vit un moment fort comme ça, avec un de mes objets, j'ai beaucoup de mal à le vendre. Parce que je me dis... alors là, en l'occurrence, c'est différent. Tu vois, on allait faire ce podcast ensemble, etc. Et avec des amis aussi, ça va. Mais comme c'est au quotidien, ben moi, je peux pas offrir tous les objets à toutes les personnes qui vivent une émotion dans ma boutique, parce que ça arrive tout le temps. Donc, plus ça va et plus j'arrive à passer outre ça. J'ai tendance à faire des prix, du coup. Tu vois, parce que je me dis, alors du coup, après le podcast, tout le monde va me dire qu'il a une émotion face à un objet. Il y a des objets vraiment comme celui-là. Clairement, cette éponge, en tant que telle, toute seule, elle n'a aucune valeur. On va pas se le cacher. Ah bah sur eBay, Ouais. Sales Money, 3,50 € à peu près, l'éponge. Bon, voilà. 3,50 €, le temps que t'emballes, si tu l'envoies, voilà, pour moi, c'est... et là, du coup, ça devient immense. Enfin, c'est un truc de fou. Ça te fait penser à ton père, etc. Donc oui, c'est très régulier qu'il se passe ce genre de choses. J'ai une autre anecdote sur ce sujet. Un jour, j'ai une personne qui m'envoie un message, elle se présente, et c'est la petite fille du fondateur de la compagnie UTA. Alors, la compagnie UTA, c'était une compagnie aérienne qui a une durée de vie assez courte. Je crois que ça a duré, je sais plus, c'est 10-20 ans. Enfin, ça a été assez court. Ça a été racheté ensuite par Air France. Il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais, et elle me dit, on n'a rien gardé. Enfin, j'ai rien d'UTA, j'ai aucun souvenir. Elle arrive, elle me dit ça. Alors moi, j'adorais cette valisette, et ça a une valeur. Sur le marché, c'est assez rare. Bah oui, si c'est une compagnie qui a été rachetée aussi vite. Non, et puis les compagnies aériennes, de toute manière, c'est toujours les objets de compagnie aérienne, c'est toujours très recherché. Je lui dis, écoute, viens la semaine prochaine. Et puis, elle est forcément pour toi, cette valisette. Je ne peux pas la vendre à quelqu'un d'autre. Et elle est arrivée avec son fils. S'il y avait énormément d'émotions dans la boutique, elle venait pas acheter une valisette en carton, parce que clairement, c'était une valisette en carton. Elle venait acheter un bout de son histoire, voire même récupérer un bout de son histoire. Pour moi, ça lui revenait vraiment. Mais maintenant, chaque fois que je trouve un truc UTA, je suis là,
est-ce que j'ai le droit de le vendre à quelqu'un d'autre qu'à elle? Mais je la préviens toujours. Et tu vois, par exemple, cette personne-là, il m'est arrivé plusieurs fois de lui dire, écoute, j'ai trouvé cette valisette ou cet objet, et de lui vendre au prix d'achat. Parce que comme c'est quelque chose de recherché, bah, c'est pas des trucs qu'on trouve pas cher. Et donc, c'est un cadeau que je fais concrètement en lui vendant au prix d'achat. Mais l'histoire, elle est tellement belle, ça me nourrit tellement par ailleurs que je m'en fiche, que ça vaut le coup. Trop bien. C'est vrai que moi, j'adore lire ce genre d'histoire et je crois que je l'avais vu passer cette histoire sur la petite fille du fondateur. Et il y en a plein comme ça sur ton Instagram, des petits portraits. D'ailleurs, je ne sais pas si tu regardes un peu les posts qui marchent le mieux. Moi, j'ai l'impression que les portraits des gens, c'est incroyable en termes d'engagement. Alors, c'est ce qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, ça vient contredire tout ce qu'on entend sur Instagram où il faut faire... que des vidéos, que des machins courts. Donc là, c'est des longs portraits d'inconnus. Effectivement, ça fonctionne très bien. Je pense que ça fonctionne aussi parce que je me sens jamais obligée. Parce qu'il arrive parfois que des personnes me demandent d'en faire. C'est vrai ? Ouais. Et elles viennent pour avoir leur quart d'heure de gloire sur ton compte Insta. Il y a certaines personnes qui ont envie. En tout cas, je sens qu'il y a cette envie, qu'il se passe quelque chose pour qu'on fasse un portrait, mais ça s'explique pas. Moi, il faut que je le ressente. C'est vraiment très spontané de faire ces portraits-là. Et je pense que cette spontanéité-là et le fait que moi, j'ai vécu une émotion, ça touche les gens. Et puis, c'est aussi parce qu'il y a des histoires de dingue. Enfin, d'ailleurs, grâce au portrait, je peux montrer que c'est des vraies choses qui arrivent. Parce que si je ne montrais pas le visage de ces personnes, on se dirait, mais c'est pas possible. Elle nous raconte, elle nous a inventé un truc. Donc, oui, c'est ce qui fonctionne le mieux, avec des objets qui ont trait à l'enfance. Donc là, quand je connais bien ma communauté, qui est à peu près la plupart des gens ont quand même à peu près le même âge que moi, donc 40 ans, 41 ans. Et quand je parle d'objets, très grand public qu'on a tous vus, là, ça a tendance à bien fonctionner aussi. Mais je m'en fiche complètement de ces chiffres-là. Je fais pas du tout ça pour ça. C'est chouette que ça fonctionne, mais moi, ça me fait plaisir de le faire. Donc voilà. Même si ça se sent. Et puis dans le style dans lequel tu rédiges ces portraits, il y a vraiment ta petite touche, quoi. Et c'est rédigé presque. Moi, j'ai un peu l'impression de lire un journal intime sur lequel on aurait vraiment pris le temps de rédiger des jolies phrases, quoi. On sent que toi... Alors moi, ça fait 15 ans que je raconte ma vie sur Internet. Donc, et j'avais un projet de livre qui a avorté, mais j'ai des projets d'écriture qu'il faut que je clarifie un petit peu. Alors, s'ils ne sont pas du tout travaillés, ces portraits, c'est-à-dire que je les rédige d'une seule traite. Si j'ai 5 minutes devant moi, je regarde la photo, je rédige, je corrige les fautes et c'est parti. Donc ça, pour moi, c'est important de dire que c'est pas du tout travaillé. Et souvent, ce que j'explique, c'est que c'est pas de la communication. Alors que c'est mon autre métier, la communication. Donc je sais exactement ce qu'il faut faire, mais sur mon compte, les histoires que je raconte, c'est pas du tout de la communication, c'est vraiment du partage. Et je suis contente, de partager ça avec les autres. Mais c'est pas travaillé pour plaire. Ok. En tout cas, ça plaît, donc, top. Donc tant mieux. Et du coup, tu disais que tu avais un autre métier en parallèle de la boutique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors moi, je suis social media manager, c'est-à-dire que je fais de la communication sur les réseaux sociaux pour des organisations, des grandes entreprises qui n'ont rien à voir avec la brocante, le vintage, etc. Donc qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir sur mon Instagram, donc des sujets plutôt sérieux. Je fais beaucoup de communication corporate, des trucs pas forcément très sexy, mais bon, que moi j'adore. Et j'avais peur qu'en fait mes clients ils découvrent que j'ai le bureau, la boutique bureau, que je travaille dans ma boutique et qu'ils se disent mais en fait elle fait plus rien pour nous. Mais cette femme est très drôle. Comment peut-elle travailler pour nous qui sommes si sérieux ? Ouais, ou surtout à quel moment elle travaille pour nous ? Parce que ça m'inquiétait beaucoup. Je me disais ils vont dire mais qu'est-ce qu'il lui reste comme temps pour travailler pour nous ? Et en fait je me suis jetée à l'eau et sur LinkedIn j'ai fait une publication en montrant la boutique en disant ben voilà. C'est coming out. Ouais.
Et c'était génial, c'était hyper bien perçu. Ah, Et surtout, pour mes clients, ce qui est top, c'est que je leur fais régulièrement des surprises où je leur envoie des petits objets promotionnels de leur boîte. Ça, ils adorent. Genre SNCF, je vais te chiner un truc de la SNCF des années 20. Ok. Ouais. Et Enfin, je dis ça comme ça parce que c'est une idée de... Mais tu fais bien parce que, bon, comme n'importe qui fait de la communication à Paris, j'ai déjà travaillé Avec maintes la fois avec la SNCF. Je travaille pour la Poste, je travaille pour la RATP. Donc voilà. Et j'adore faire ça. J'adore leur... Je ne travaille pas pour Air France, mais si Air France m'embauchait, c'est le rêve de ma vie. Le message sera passé. Oui. Et d'ailleurs, ton insigne là sur la poitrine me fait penser à Air France. Eh ben, c'est Air Inter. Ah, ok. Donc ça, c'est une chemisette d'hôtesse. Ok. Alors j'ai vérifié parce que j'ai énormément d'hôtesses, de stewards et de pilotes. Voilà, une petite publicité. Si vous voulez voir des pilotes, venez à la boutique. Dans le 12e, il y a énormément de personnel navigant. Qui habite là. Alors, j'ai demandé à un pilote, il m'a dit c'est parce que proximité du périph', et donc c'est facile d'aller à l'aéroport depuis le 12e. Voilà. On n'a pas plus précisé que ça. Donc, l'hiver, j'ai le manteau de pilote d'Air France, le kawé, l'imperméable, le sac, les chaussures, les robes. Voilà. L'été, les chemisettes. Alors j'ai un peu des difficultés parce que en vintage, ce qu'on va trouver, c'est très petit. Donc je rentre pas. Voilà, les jupes, j'ai abandonné. Les robes, c'est compliqué. Et je suis complètement fan. Ouais, Et donc cette chemisette-là, c'est Air Inter. Air Inter. De quelle décennie à peu près? Je pense que... Alors c'était peut-être jusqu'aux années 80. C'était fait par Nina Ricci à l'époque. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc, tu as aussi Carven qui a beaucoup travaillé avec Air France. Et j'ai de la chance d'avoir des hôtesses qui m'aident qui m'aident à les dater. Ah oui, à refaire un peu et notamment, je sais que j'ai une robe Air France qui date a priori des années 70 parce qu'il y avait encore les cols en soie et que dans les années 80, ils ont le remplacé par du synthétique. Donc, les boutons aussi, je vais regarder les... Mais Air Inter, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté, mais c'était... Ouais, je pense que ça doit être les années 80. Je crois qu'Air Inter, ça a disparu, j'avais une quinzaine d'années. Je pense un peu avant 2000. Je sais pas, j'ai pas vérifié, mais... Ok, bon, moi, je suis pas une experte en compagnie aérienne. Mais... ok. Donc, t'es venue avec cette chemisette, t'es venue avec d'autres petites choses qu'on a disposées sur la table. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi cette petite figurine-là? Alors, tu m'as demandé d'amener des choses auxquelles j'étais attachée. Donc, comme j'ai dit, je suis très peu attachée aux objets, donc qui sont la plupart dans la boutique. Et une fois qu'ils sont dans la boutique, pour moi, ils sont déjà plus à moi. Et sinon, les choses auxquelles je suis attachée sont énormes. Donc, j'ai essayé de trouver des choses pas trop grosses. Alors, j'ai ramené ce Big Boy. Alors, c'est une tirelire. C'est un objet promotionnel d'une chaîne de... restauration américaine des années 40. Donc il fait à peu près 20 cm de haut. Oui, une petite bouille très marrante. Il a une salopette à carreaux. Donc voilà, c'est très emblématique. J'ai amené ça parce qu'en fait... Alors moi, je suis très attachée aux États-Unis, donc c'est ce qui fait que j'aime bien cet objet. Je l'ai amené aussi parce que c'est un des seuls objets qui reste chez moi et qui ne va pas à la boutique. Parce que c'est tellement recherché, on me l'a tellement demandé que je serais très mal à l'aise à l'idée de le vendre et de générer beaucoup de frustration. Donc c'est pour ça qu'il reste à la maison. Et pas du tout pour les souvenirs que j'ai, parce que je me souviens très bien où j'ai trouvé cet objet, je me souviens qui me l'a vendu. Donc c'était au Nouveau-Mexique, dans une petite brocante. Je l'ai retrouvé au fond d'un carton. Le mec était super cool, je me souviens de tout ce que j'ai acheté à ce mec, donc je me souviens ce que j'ai mangé avant, etc. Enfin, il y a toute une histoire autour de ce Big Boy, et il est quand même cool, donc c'est pour ça qu'il reste à la maison. Je peux pas te dire, voilà, si on me le vole demain, est-ce que je vais pleurer? Non. Non. C'est plus par souci pour ménager ta communauté qui ne s'en remettrait pas. Et puis c'est la blague, parce que maintenant, chaque fois que je vais aux États-Unis, est-ce que tu vas nous ramener des Big Boy? Et alors, pour la petite histoire, on en trouve aux États-Unis, c'est extrêmement cher, parce que c'est des objets qui datent des années 50. Le vintage des années 50 aux États-Unis, c'est très populaire, tout le monde en veut.
Donc, moi, j'en ai vu là en Californie. Alors, je pense que quand on est plus dans des États où, moins riches, on les trouverait moins chers, mais j'en ai vu là entre 80 et $100. Donc, c'est pour cette raison que je n'en ai pas ramené. Cette figurine, oui, entre 80 et 100 dollars. Oui. Qui est du plastique. Oui. Ouais. Ok, d'accord. Ah oui, incroyable. Oui. T'es venue avec un butin, en fait. Non, après, j'ai pas fait de recherche sur eBay, Ok. etc. Je pense qu'on peut le trouver moins cher. Mais enfin, on le trouvera pas à $10. Ça, c'est Ok. une évidence. Ou sinon, c'est des rééditions, ou pas dans cet état-là. Ok. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai ramené. Parce que voilà, n'importe qui aime le vintage américain veut ce truc. C'était pas le cas il y a quelques années. Ça valait pas ce prix-là il y a quelques années. Mais plus ça va, et plus ça prend de la valeur. Et alors, est-ce que tu penses que c'est une tendance qui gonfle, et puis la bulle va exploser, et à un moment, tout le monde n'en aura plus rien à faire, ou au contraire Je suis sûre que non. Ok. C'est un morceau d'histoire. En fait, c'est aussi un témoignage de la société de consommation. Donc non, les années 50 américaines et même françaises, pour moi, ça ne va jamais perdre de la valeur, jamais. C'est une évidence. C'est des choses qu'on ne peut pas refabriquer. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui chinent et qui m'écouteront le confirmeront. Il y a des choses qu'on trouvait encore il y a quelques années à 1 ou 2 euros dans les brocantes, même des choses françaises, qu'on ne trouve plus. Parce qu'en fait, les gens ne les revendent plus maintenant, ou les revendent très cher. Donc, non, ça va pas disparaître. C'est quand même le témoignage, ça aussi, du rêve américain, qui est bien écorné maintenant. C'est des morceaux d'histoire, même si c'est un morceau de plastique. Et d'ailleurs, ça me fait penser ce que tu dis sur témoignage d'une époque, etc. Quand je suis venue dans ta boutique, on discutait un peu ensemble du fait que certaines personnes avaient l'impression d'être dans ta boutique comme dans un musée. On retombe là-dessus, en fait, avec des objets qui sont le témoin d'une époque et d'événements hyper marquants qui certains... Enfin, est-ce que ça pourrait pas, cette petite... j'ai envie de l'appeler statuette du coup maintenant, mais est-ce que cette petite figurine, elle pourrait pas être dans un musée Carrément, parce que là, on a eu l'exposition Prise Unique. À Paris, c'était exactement ça. C'est-à-dire, c'était des objets du quotidien. Donc, dans cette expo dédiée à Prise Unique, il y a plein de trucs qu'il y avait dans la boutique. La boutique... Des choses comme ça, de musée, moi, je trouve que j'en ai pas tant que ça. Mais quand on rentre, on a l'impression d'être face à son musée personnel. C'est-à-dire qu'il y a que des souvenirs d'enfance, voilà, on est... je dis toujours, moi, je fais de la petite brocante du quotidien. Donc, ça va parler à chacun. C'est un témoignage du quotidien de chacun. J'ai pas d'antiquité. J'ai très peu de choses... Donc, c'est aussi pour ça qu'il est là, qu'il est là, Big Boy, et qu'il est chez moi. Finalement, il serait presque trop dans ma boutique. Voilà, ça serait... J'ai assez peu... Alors, ça va venir. J'en ai un peu des collectionneurs qui viennent, mais moi, les gens, ils viennent pas du tout chercher ça. Ils viennent pas chercher Ils viennent pas forcément chercher un Big Boy. Ils viennent chercher vraiment des objets du quotidien. Même si je sais que je vais recevoir plein de messages maintenant pour que je ramène Big Boy. On veut le voir, ramène-le à la boutique. Et alors du coup, si je continue l'inventaire, t'es venue aussi avec quelque chose que tu as décrit comme un trésor, puisque tu t'es rendu compte de leur cote sur le marché récemment. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des magazines que tu as apportés ? Alors, j'ai amené que quelques exemplaires, mais j'ai une collection de 20 ans, du magazine 20 ans. Alors, c'est un magazine qui a duré très longtemps. Il me semble que même dans les années 60, je crois que ça a commencé dans les années 60, je suis pas allée... Alors, on s'en rendra compte, je suis pas une très bonne historienne des objets vintage, ça m'intéresse pas trop d'ailleurs. Donc moi, j'ai une collection qui commence dans les années 80 et qui va jusqu'à la fin du magazine 20 ans, et je crois que c'était aux alentours des années 2010. Cette collection, elle est chez moi. Et alors là, pour le coup, là, je suis très attachée. Je me fous de savoir la valeur que ça a, parce qu'il faut savoir que de mon adolescence et de mon enfance, je n'ai rien gardé d'autre. Il me reste plus que ça. Je n'ai rien, pour plein de raisons. Ma famille n'a rien gardé. Vraiment, je n'ai rien. J'ai pas de bijoux, j'ai pas de vêtements, j'ai pas de photos. Très, très peu de photos. Je dois avoir une dizaine de photos de moi adolescente et
une dizaine de mois d'enfance, c'est tout. Donc là, vraiment, c'est très, très précieux pour moi. Et surtout, c'est le témoignage d'une époque. Le magazine 20 ans, c'était un truc de fou à l'époque, hein, parce que c'était une équipe de journalistes, une rédaction, qui avait décidé de parler aux adolescentes comme à des adultes et pas comme à des niaises. Et par rapport à tout ce qu'il existait, il y avait la guéguerre Jeune et Jolie 20 ans. C'est-à-dire, soit on achetait Jeune et Jolie, soit on achetait 20 ans. Et donc, si on achetait Jeune et Jolie, on était était niaise. Il y avait Star Club aussi. Alors, Star Club, c'était le truc le pire. Ok. Star Club, c'était pour les nanas qui étaient fans de Worlds Apart. Ouais. Ok. Pour citer, ou de... Worlds Apart, c'est un boys band tellement naze. Il n'y avait pas To Be Free et Worlds Apart et tout ça dans 20 ans. On allait plutôt nous parler des Rolling Stones, tu vois. C'était un truc assez fou. On le voit pas trop sur la couverture parce que les titres, ils étaient tournés pour essayer d'endormir un peu nos parents. Mais à l'intérieur, c'était extraordinaire. Tu dis ça, endormir un peu nos parents. Attends, j'en ai vu un parmi ce que tu as quand même marqué. La toison intime, ce que les hommes préfèrent. Ouais, mais attends, c'est tout petit. Attends, c'était où ? A-t-il une petite B ? B. Point. Bon. Moi, je suis un parent, je suis rassurée, là, c'est bon. Je suis non, endormie. Mais en fait, alors en fait, à l'époque, nos parents, ils s'en foutaient. Alors, au début, je pensais que c'était que les miens, mais moi, je constate que nos parents, ils regardaient pas du tout ce qu'on regardait à la télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisserait jamais les gamins regarder ce que nous, on regardait. Enfin, nous, on regardait Nicky Larson. C'était je suis nulle en dessin animé, donc j'espère que des spécialistes ne vont pas regarder. Enfin, c'était un mec complètement obsédé sexuel qui courait derrière des gonzesses à gros seins. D'accord. On avait 10 ans, regardez ça, nous. Et ça choquait personne. Nos parents, nos babysitters, c'était la télévision. Bon, les parents qui m'écouteront de l'époque diront que c'est pas vrai, mais toute ma génération confirmera. Et donc, finalement, on achetait 20 ans et voilà, je crois que... Moi, mes parents... Je me souviens d'avoir vu mes parents rigoler un petit peu parce que je lisais ça alors que j'avais pas 20 ans, j'en avais 14, mais enfin, c'était tout, quoi. Et ce qui est très marrant, c'est que là, c'est des exemplaires qui ont 30 ans. Ouais. Ils datent de 95. Ils ont 94. 30 ans, ils n'ont pas vieilli. Voilà. Par exemple, là, il y avait Brenda, c'était dans Beverly Hills. Pourquoi on hait Brenda ? Et tu vois, dans Star Club, ça aurait été, c'était les fans de Brenda, et là, ça disait pourquoi elle était détestable. C'était vraiment... Et il y avait un concours de mannequins. Moi, j'ai plein de copines qui ont gagné ce concours-là. Il était beaucoup plus ouvert que d'autres. C'était un peu l'anti-Miss France. C'est vraiment top. Alors, évidemment... et c'était très féministe. Évidemment, maintenant, si on lit ça 30 ans après, il y a des trucs qui vont nous choquer. Mais c'était vraiment... Pour moi, c'est des objets historiques. Vraiment, c'est des témoignages d'une époque. T'as les pubs dedans. Comme je te disais tout à l'heure, t'as Eau Jeune. On allait au supermarché acheter notre flacon de Eau Jeune. Si j'en mets un, moi, dans la boutique, de flacons vides de Eau Jeune, tout le monde va avoir une émotion, du coup. J'avais ramené des petits échantillons pivoine d'Yves Rocher. C'était les petits échantillons de parfum, les petits flacons qu'on nous envoyait quand on faisait des commandes à Yves Rocher. Mais j'ai mis ça, juste la photo sur Instagram, mais j'ai eu 200 commentaires. Ah ouais. C'est un truc qui traînait dans le tiroir de nos parents, quoi. Mais alors du coup, est-ce qu'il faudrait se dire, à chaque fois qu'on a un objet publicitaire, faut le garder pour que dans 30 ans, on soit pas désespérément à la recherche de cet objet et qu'on s'en souvienne ? On me pose tout le temps la question. Notamment, il y a plein de gens qui viennent qui me disent « Ah ben heureusement, ça confirme qu'il faut rien jeter. » Comment ça, c'est ma hantise, hein. Tu viens chez moi, je garde rien. Hein. Je suis pas du tout conservatrice. Les objets de l'époque sont pas les objets d'aujourd'hui. Enfin, le petit échantillon Yves Rocher, c'était en opaline, la petite bouteille pivoine. Aujourd'hui, ça n'existe plus, d'ailleurs, ces échantillons en forme de bouteille de parfum. On a des petits machins cartonnés, donc je pense pas, mais c'est sûr que dans 30 ans, il y a des trucs qui vaudront une fortune, qu'on regrettera d'avoir jeté, c'est impossible de savoir quoi. Donc non. Et puis il y a des choses qu'on a gardées qui valent toujours rien aujourd'hui. Hein. Comme quoi, par exemple ?
quand moi j'ai vécu cette expérience où j'ai dû vider une maison familiale, hein, donc j'étais seule à vider 60 mètres carrés envahis de trucs, j'ai quasiment rien gardé. Tu vois, c'était de la vaisselle, mais pas de la vaisselle comme on veut. C'est des trucs vilains, c'était des couverts en inox. Voilà, les Emmaüs en sont remplis de ces trucs-là. Je pense aussi aux livres. Les livres, je sais pas. Tu vois, les livres de poche, je sais pas si... Moi, ça me fait peur, en fait, les gens qui conservent tout. J'ai une mamie qui m'a amené un lot de sacs plastiques. J'étais là, mais c'est pas possible. Comment ça doit être chez elle qu'elle ait gardé tous ces sacs plastiques? En fait, j'étais hyper contente parce qu'il y avait des sacs mammouth, t'avais des sacs prises uniques. Moi, que j'ai encadré. C'est-à-dire, s'il y a 30 ans, t'avais dit on va encadrer le sac mammouth, mais quand même, ça fait flipper. Tu te dis de tout garder. Donc, voilà, je sais pas. C'est aussi ça la magie, c'est de pas... Ouais, de pas savoir où se trouvent ces objets pendant 50 ans jusqu'au moment où ils Oui, ressortent oui. et qu'ils sont très valorisés. Donc, je sais pas. Bon, en tout cas, s'il y a des personnes qui veulent se porter volontaires pour garder un petit peu un échantillon de tout ce qu'on a aujourd'hui pour le ressortir dans 50 ans, des gens qui ont de la place, Ouais. ils pourront être vendus dans ta boutique. Il y a quand même quelque chose aussi, c'est qu'à l'époque, c'était des grandes entreprises. Tu vois, les trucs de la Poste, de la SNCF. Donc, par exemple, la SNCF, on va trouver plein d'objets qui étaient volés dans les trains. C'est collectionné aussi. Oh, les cendriers qui étaient dans les chiottes, tu vois, les cendriers. Ah. Tout le monde venait avec son tournevis. Enfin, tout ça, ça se retrouve sur le marché de la brocante. C'était aussi un témoignage. Je suis pas sûre que les machins de start-up d'aujourd'hui, les gourdes qu'on distribue, etc., pour des boîtes qui durent quelques mois, voire quelques années, je sais pas si ça aura la même valeur que ces grosses boîtes qui ont employé tant de monde, donc qui font partie de l'histoire familiale de chacun. Tu vois, c'est pour ça que Spontex, ça te... Ouais, ça me fait penser, je crois que c'est la SNCF qui a sorti une ligne de vêtements où ils reprennent justement des anciens logos, etc. Oui. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est pas du tout dans une optique d'économie circulaire et de réemploi, c'est vraiment des nouvelles matières. Enfin, je sais pas où ils ont fabriqué leur collection, j'espère que c'est en France, mais voilà, c'est des nouveaux produits qui ont leur ancien logo, quoi. Ils ont beaucoup de fans. En fait, ces grosses boîtes, ils ont énormément de fans. En brocante, on a par exemple beaucoup de caisses de la Poste, de caisses de distribution de courrier. Ok. Voilà, donc ça, le fameux meuble de tri postal. Voilà, ça, c'est des choses... ils ont beaucoup de fans et la RATP a fait des super t-shirts aussi, des magnettes. Enfin, t'as plein de machins de réédition parce que c'était très demandé. Alors, c'est vrai qu'après, dans quelles conditions c'est fabriqué? Effectivement, je pense pas que ça soit fait en France, hein, on va pas se le cacher. Mais tu vois, moi, j'ai des polos EDF, GDF. Enfin, t'as des gens qui bossent chez EDF qui viennent, ils me disent c'est pas possible il y a des gens qui achètent ça. Ah, je dis ouais. C'est le polo bleu, moi je le mets souvent. Tu vois, ça les dépasse complètement. A contrario, Air France, mes objets Air France vintage, c'est beaucoup de gens qui travaillent chez Air France. Je n'ai jamais vu une entreprise où les salariés soient aussi fans de leur boîte, au point d'acheter des trucs Air France. Ils bossent chez Air France et ils viennent m'acheter des cendriers, des mallettes, des valisettes, etc. pour mettre chez eux. Ultra corporate. Quelque chose qui a été réussi niveau marque employeur par Air France. Ouais. Mais c'est vrai que je discutais dans un épisode précédent avec une personne qui fait de l'histoire de la mode et qui est consultante dans des archives de maisons de mode, et elle disait qu'en fait, racheter des pièces vintage de la maison qui n'ont pas forcément été gardées par les marques, mais qui sont rachetées même parfois sur Vinted ou dans des brocantes, etc., permet en fait d'éduquer les gens qui arrivent dans l'entreprise aujourd'hui d'où vient en fait cette entreprise, cette patte, etc., et de leur refaire un peu la culture de la boîte finalement à travers les objets. Donc, sûrement qu'Air France, il y a un petit peu de ça aussi. Pour le coup, ils ont beaucoup d'archives, etc. Mais c'est peut-être aussi une boîte où les gens sont heureux, j'espère. Probablement. Moi, je connais quelques personnes qui sont passées par Air France et qui étaient assez heureux, effectivement, d'y travailler. Et du coup, toi, tu prends aussi l'avion quand tu vas notamment aux États-Unis. Oui. J'ai suivi... Je prends qu'Air France. Donc je le redis.
uniquement Air France. Le message est passé. Si ça n'est pas desservi par Air France, je n'y vais pas. Et une fois, j'ai pris Air France pour y aller. Et pour revenir, c'était avec Delta. Bah, j'étais vraiment pas bien. C'était... Voilà. Bon, je me dois quand même, par conviction personnelle, de rappeler qu'il faut privilégier les voyages en train pour les destinations atteignables en train. C'est compliqué pour aller à Los Angeles. Voilà, en l'occurrence, je voulais t'amener sur ce terrain-là et sur tes voyages aux États-Unis, desquels tu parles pas mal aussi sur Instagram. On a l'impression de voyager avec toi, en fait. Et c'est génial de suivre tes aventures, surtout qu'après, on retrouve des objets que tu nous as montrés en situation à la boutique. Ça fait combien de temps que tu pars en voyage aux États-Unis et pour y faire quoi ? Alors, mon premier voyage aux États-Unis, c'était en 2016. C'était mon voyage de noces. Ok. J'y étais allée quand j'avais 15 ans. Une fois, j'étais allée à New York avec ma grand-mère. Ça s'était pas hyper bien passé dans le sens où, voilà, à 15 ans, avec sa grand-mère à New York, bon... Voilà, on n'a pas fait forcément, on n'a pas vécu le voyage que j'aurais. Ça fait un peu scénario de film. En plus, c'était entre les deux tours et on n'était pas d'accord politiquement non, c'était juste avant le premier tour et c'est quand Jospin a perdu. Ah oui, c'était pas les élections aux États-Unis, c'était les non, élections. Non, c'était très très dur. Ah oui, bah surtout pour toi. Parce que ma grand-mère était très contente et moi j'ai pleuré et je me souviens d'une grosse dispute dans la rue. Voilà, c'était donc c'est comme ça que j'arrive à le dater. En dehors de ça, je n'ai pas fait de grands voyages, moi, avant mes 35 ans. Enfin, j'ai commencé à voyager à 35 ans. On a fait le voyage de noces aux États-Unis, coup de foudre. Et comme moi, je suis quelqu'un d'assez passionné, j'ai décidé qu'on n'irait plus qu'aux États-Unis. Voilà. Donc, et qu'on irait souvent. Donc, on y va... j'y vais 2 fois par an aujourd'hui. Je crois une année, je crois même que j'y suis allée... Non, 2 fois. 2 fois par an. Donc j'adore les États-Unis. D'ailleurs, ça, par rapport à ce qu'on disait sur l'avion, etc., moi, ça me pose un vrai problème avec mes convictions, parce que je fais quand même très attention à ce que je consomme, etc. Et le bilan carbone est catastrophique, et j'en ai complètement conscience, même si j'essaye de me rassurer en me disant que c'est professionnel maintenant. Bon. Et donc, oui, ça fait 6 ans, et j'ai décidé que j'arrêterais quand on serait passé au moins une fois dans chaque État. Ok. Il m'en reste la moitié à faire. Ce qui est pas mal quand même, en 6 ans. Après, tu vois, je me dis, toi, tu vas aux États-Unis, nous, on a l'impression de voyager avec toi. Peut-être que ça évite aussi des voyages d'autres personnes qui voyagent par procuration, je sais pas. Écoute, j'aimerais me dire ça. Et bon, ça serait quand même... il faudrait que je puisse passer la main à quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, raconte-nous, quand tu es aux États-Unis, du coup, comment pour les gens qui connaissent peut-être pas encore ton compte, qu'est-ce que tu fais et comment tu le retranscris sur Instagram? Ce qui est très marrant hier, c'est que dans mon autre métier, je suis aussi formatrice et je fais passer des diplômes. Et hier, j'avais complètement oublié que j'ai certains participants à mes formations qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et donc hier, c'était une journée de certification. Et il y en a un qui m'a dit, c'était génial, je t'ai suivi aux États-Unis. Et j'avais oublié que mes vies pouvaient se télescoper de telle manière. Donc très rapidement dans ma tête, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai raconté? Mais bon, ça allait. En fait, quand je pars... Mais comme chaque chose que je vis dans ma vie, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, et c'était une critique, « Toi, tu ne vis que les choses si elles sont susceptibles d'être racontées. » Et c'était vraiment, pour elle, c'était une amie, c'est pour elle un énorme défaut que j'avais, alors que pour moi, c'est vraiment ma façon de vivre, hein. C'est une qualité. Donc, quand je pars aux États-Unis, j'emmène tout le monde avec moi. Et je fais des stories, etc. On est embarqués, on voyage avec moi, et mon mari s'il est là, et mes amis si c'est un ami ou une amie qui m'accompagne. Et finalement, ma passion de la brocante, je l'embarque aussi avec moi aux États-Unis. Donc, j'emmène les gens chinés. Donc, on rentre c'est des grandes brocantes qu'il y a là-bas, donc c'est des grands malls, c'est très grands espaces avec des petits, chacun un petit stand, soit des brocanteurs, soit des particuliers. Et ils chinent avec moi. Donc, je suis là, je traverse ces grandes étendues avec mon téléphone devant moi et je raconte tout ce que je vois et je le mets à la place de mes yeux. Donc, ils vivent le truc. Ah, donc pour les brocanteurs qui sont en train de vendre, ils voient passer une nana avec son téléphone comme ça. Oui. Enfin, non, quand même, je tends le bras. Mais tu vois, c'est à hauteur du...
Ok. Je demande toujours avant. En fait, quand je rentre, donc j'ai mes habitudes, donc je rentre, je dis est-ce que je peux filmer, prendre des photos? Et ben, ils me disent bien sûr. Ils s'attendent absolument pas à avoir le reportage en direct pendant 2 heures. Et donc, c'est pas monté, c'est dégueulasse. Hein. Enfin, franchement, ça fait un peu mal au cœur, etc. J'ai pas de perche pour stabiliser. Enfin, j'ai pas du tout un équipement pro. Et au début, quand je postais ça en story, je me suis dit, mais ça dure 1 heure, ils vont s'emmerder, c'est pas possible. Et en fait, les gens adorent. Les chineurs adorent. Les autres, peut-être, passent un peu rapidement. Et comme tu le disais, alors déjà, c'est une façon de voyager, parce que quand tu vois les vieux objets, les objets vintage, ça raconte aussi toute l'histoire d'un pays. Et en plus, ils ont l'impression de chiner avec moi. Et en l'occurrence, ils chinent vraiment parce qu'ils savent qu'il y a des objets que je vais ramener. Donc c'est assez marrant, ils voient qu'est-ce que je vais ramener, ils voient l'envers du décor de la boutique. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de temps passé à farfouiller. Voilà, c'est des journées entières pour parfois ramener 3 trucs. Et après, ils viennent à la boutique et ils les voient en vrai. Et donc ça, c'est génial parce que l'objet, il a une histoire, son histoire qui trimballe avec lui et que je connais pas toujours. Et puis celle que j'ai fabriquée avec eux. C'est-à-dire qu'ils voient à quel moment j'ai acheté cet objet. Je l'avais pas fait pour Big Boy, mais parce qu'il y a certains endroits un peu que je garde un peu secret. Et puis là, en plus, c'était un tout petit endroit. Moi, j'ai quand même envie de vivre des histoires avec les gens. Donc c'est sûr que quand tu arrives avec ton téléphone et que tu filmes, ça casse un peu le truc. Donc il y a des fois où je le fais pas. Et avec la boutique, c'est devenu une nouvelle façon de voyager et puis une nouvelle excuse. Donc là, je repars en novembre en Virginie et en Caroline pour un voyage 100% brocante. Donc moi, j'ai prévenu toute ma communauté. Je dis, je vous préviens, moi, on va pas faire de visite, etc. J'atterris à Washington, vous verrez rien de Washington. Et vous allez voir des vieilleries. On continue pendant 2 semaines. Des vieilleries et des choses qu'on mange. Et qu'on boit. C'est tout. Quand même. On mange, on boit et on chine. C'est tout ce qu'on fait. Pas mal. Et tu pars avec qui? Alors là, je pars avec mon mari parce que, alors normalement, 1 fois par an, c'est notre voyage un peu romantique. Voilà. On part 2 semaines seuls, sans les enfants. Bon, maintenant, on part 2 semaines seuls, sans les enfants, avec les vieilleries. Mais il aime bien ça quand même. Ok. Et ton dernier voyage, tu l'as fait avec un ami? Avec mon voisin, qui a 21 ans, qui connaissait rien aux brocantes, qui était très beau, enfin qui est toujours très beau. Donc du coup, ça m'a ramené un peu du monde, je pense. Voilà, c'était cool dans les stories parce qu'on voyait les vieilleries, puis on voyait aussi lui qui était tout le temps torse nu parce qu'il avait chaud, et je crois que ça a beaucoup joué dans... Donc tu as utilisé ton voisain comme un levier marketing. Complètement. En fait. Et c'était assez drôle parce que il en avait conscience. Ouais. Lui, il aime bien il aime bien chiner, mais il y connaît rien. Et il avait craqué sur une bague qui coûtait $250 et je lui ai interdit de l'acheter parce qu'en fait, s'il achetait ça, il avait 0 budget pour jusqu'à la fin des vacances. Ah oui. Donc j'ai dit non, on va t'en trouver une autre, évidemment qu'on n'a jamais trouvé une autre. Et donc tout le monde a suivi cette épopée là de il faut chercher une nouvelle bague pour lui. Donc c'était un combiné brocante et voyage de vacances. En fait. Ouais. Et c'était aussi parce que quand il vient, quand j'emmène quelqu'un, ce qui est génial, c'est que j'ai 2 valises en plus vides à remplir. Parce que la personne qui m'accompagne n'a pas le droit d'avoir une valise remplie. Donc un levier marketing et une mule, visiblement. Ah mais complètement, c'était 40 kilos. 40 kilos de vieillerie. Alors j'ai des amis, je suis très autoritaire, mais avec qui ça passe pas. Donc il me dit c'était sympa, mais bon, je vais remplir ma valise avec mes choses. Mais lui, en l'occurrence, c'était je te fais découvrir la Californie et en échange, je remplis tes valises. Et lui, s'est habillé pareil pendant tous ces jours, du coup. C'est pour ça qu'il était torse nu. Parce que son t-shirt, il y a eu toute une histoire sur ce truc qu'il était tout le temps torse nu parce qu'on s'est fait arrêter par les flics, on s'est arrêté aux douanes, sachant que mon voisin est noir. Donc je sais pas si tu t'imagines te faire arrêter par les douanes torse nu, au plein milieu du désert, quand t'es noir, on avait quand même une petite prise de risque. Mais bon, c'est pas ça, on a fait une blague. Et ça, voilà, c'est bien passé. Mais comme je lui avais interdit de prendre plus de t-shirts. Voilà, Ok. Et tu m'as parlé d'un voyage en Italie aussi qui se profilait. Alors, c'est pas du tout un voyage brocante. D'accord. J'y vais chaque année, mais c'était pas un voyage brocante. Mais dès que je vais quelque part, tu peux être sûr. J'ai quand même réussi à chiner à Hollywood, sur le Walk of Fame.
dans une boutique de touristes, de souvenirs, là. Je suis rentrée et je leur dis, je suis sûre que vous avez des vieux machins qui sont dans des cartons. La forceuse. Ouais. Eh ben, ils m'ont sorti des trucs d'Elvis trop cool qui sont à la boutique. Là, en Italie, alors c'est le temple des bondieuseries. J'adore ce que je vais en Italie du Sud. Bondieuserie. Ouais, donc c'est des Jésus stroboscopiques et tout. C'est des trucs de... Ouais, c'est des trucs de fou. Donc, j'ai un peu préparé et là, j'ai rendez-vous dans 2 entrepôts. Un à Rome et un à Naples. Des entrepôts de vieilleries, Ok. de brocanteurs. Donc, je vais aller farfouiller là-dedans. Il nous arrivait de faire plusieurs heures de route parce que j'avais repéré un truc. Voilà. En fait, 2 semaines sans chiner, j'y arrive pas. C'est trop. Ouais, je suis une droguée. Donc, je vais ramener des machins italiens. Je sais pas encore ce que ce sera, mais j'ai beaucoup de Jésus, je pense. Bon, bah, j'ai hâte de voir ça. Et tu parles de Jésus, moi, ça me fait penser à un portrait que tu as fait il y a quelques jours d'une jeune fille qui est venue dans ta boutique pour acheter un Jésus doré parce qu'elle avait trouvé Jésus, c'est ça? Mais en fait, alors moi j'adore, c'était un buste de Jésus, donc déjà je m'excuse, j'ai pas de vocabulaire religieux parce que je suis pas du tout croyante, je suis pas baptisée et pourtant il y a des vierges partout dans la boutique, mais j'aime bien les objets religieux parce que ça témoigne aussi de l'histoire pour beaucoup de personnes, enfin voilà. Et puis j'aime bien ces objets-là. Et j'avais trouvé donc ce buste qui avait été doré, mais c'est pas un doré clinquant, un doré. J'arrive pas à trouver la vraie couleur, enfin un peu. Enfin bon, pas doré clinquant. Je le mets sur Instagram. Et une jeune fille me dit j'ai craqué sur ce buste, j'ai craqué. À combien il est, etc. Quelle taille il fait. Donc je lui dis tout. Elle me dit bon bah je réfléchis. Une semaine après, bon, bah, j'y réfléchis, je le veux, je vais venir le voir quand même. Elle vient le voir, j'ai un coup de foudre, elle repart sans le... Et puis elle revient une semaine après, bah, ça y est, c'est bon. Et elle était toute mignonne, donc j'ai mis une photo sur Instagram, enfin toute mignonne, magnifique, mais très très jeune. Et je me suis dit, elle prend ça pour le détourner. Parce que j'ai déjà vendu des grands Jésus, des vierges dorées, enfin personne m'achetait ça au premier degré. Et en fait, elle allait se faire baptiser, et c'était son cadeau de baptême de ses grands-parents. Donc elle m'a sorti une petite enveloppe, tout le monde s'était cotisé, c'était trop beau. Et elle est partie avec son Jésus, elle m'a envoyé une photo, voilà, c'est en face de son lit, là, sur sa commode. J'ai adoré, c'était incroyable. Et je me suis dit, il fallait qu'il aille chez elle. C'était vraiment pour elle, cet objet-là. C'est trop beau comme histoire et j'ai regardé du coup les commentaires. Moi, c'est un truc que j'adore quand il y a une histoire qui me touche. Je regarde les commentaires et parfois il y en a qui disent vraiment des choses hyper justes aussi. Et sur ce post-là, il y a une abonnée qui a écrit ils ont tous un point commun, tes portraits, cette petite flamme dans les yeux. Et j'ai trouvé ça hyper juste et c'est vrai que quand on regarde ton fil Instagram, toutes les personnes que tu prends en photo dans ta boutique, ils ont cette chaleur et cette étincelle de trop content d'être là et à la bonne place, quoi. Et du coup, je me demande si c'est l'effet que leur fait ta boutique et qui sont pas comme ça dans la vie, ou si t'attires dans ta boutique des gens qui ont cette petite étincelle déjà de base dans les yeux, quoi. Alors déjà, cette photo, c'est pas... Je fais une photo. Il faut savoir que moi, j'ai aucune patience pour rien. Sauf pour chiner. Mais même pas. Parce que quand je chine, ça va vite, il faut que je fasse plein d'endroits. Et donc là, je fais une seule photo. Donc elle n'est pas du tout travaillée, cette photo. Je la montre rapidement, mais vraiment en disant « Ok, c'est bon ou pas ». C'est comme ça que j'ai fait des fois des portraits avec la nana, les yeux fermés. Et on a rigolé parce que je n'avais même pas vu qu'elle avait... voilà. Mais cette photo, elle intervient à un moment où on a vécu quelque chose. C'est-à-dire que quand je décide de faire un portrait, je ne le sais pas au moment où la personne rentre dans la boutique. Mais c'est quand je suis submergée d'émotions, je me dis « Mais c'est trop fou là ce qui se passe, il faut que je partage ça ». Et hop, je fais la photo. Donc, c'est vrai que ça intervient à un moment où il s'est passé un truc super fort. Tu vois, quand tu as trouvé l'éponge, bon, ouais, comme c'était un autre contexte, j'aurais fait une photo là, tu aurais eu exactement cette même lueur. Il y a un truc qui s'est... Ouais, c'est vrai. Il y a un truc qui s'est passé. Puis c'est aussi les mots qu'on utilise. C'est-à-dire que moi, les portraits que je fais, c'est des gens que j'aime. Pas sur le long terme. Il y a plein de gens que j'ai pas à revoir et tout. Mais là, je les aime profondément au moment où je fais cette... Et je pense que du coup, ça se ressent. Ça doit ce moment-là très fort qu'on vit, je pense que ça se ressent. Est-ce que tu dirais que ça les rend mémorables ?
Ah ben clairement. En tout cas, j'ai oublié personne. J'oublierai personne des personnes que j'ai mis dans mes portraits. Ça, c'est une évidence. Pour terminer, j'ai une question rituelle que je pose à tous mes invités dans ce podcast. Alexandra, pour toi, qu'est-ce qui rend un objet mémorable ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Ah bah heureusement que je te la pose alors. Ouais, ça m'a interpellée parce qu'en plus, mémorable, c'est pas un mot qu'on utilise tant que ça. Je pense que dès que ça a trait à l'enfance, ça devient mémorable. Et c'est peut-être pour ça que moi, je ne suis pas attachée. Je suis attachée à quasi aucun objet que j'ai dans la boutique, etc. Parce qu'il n'y en a aucun qui me rappelle mon enfance, à part ces magazines 20 ans. Et ce que je vois, c'est que ce qui va rendre un objet mémorable, en tout cas moi, dans ce que j'observe dans mes objets, ça n'est jamais la valeur de l'objet, ça n'est jamais est-ce que c'est un truc luxueux, rare, etc. C'est est-ce que ça me rappelle quelque chose. Et quand j'interroge les personnes qui viennent, ça a toujours trait à l'enfance, toujours. Ça me rappelle quand j'étais chez mes grands-parents, ça me rappelle quand j'étais chez mes parents, j'avais ça quand j'étais petite. Et du coup, c'est limite psychanalytique comme truc. C'est vraiment... Voilà, c'est un truc dans un souvenir d'enfance. J'ai l'impression que les souvenirs d'enfance, ils sont plus prégnants pour nous que des choses qu'on vit après. Parfois, on les a oubliés. Et en fait, ils arrivent dans la boutique et ils disent « Oh, j'avais ce truc ». Pour conclure l'épisode, du coup, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore ta boutique et qui veulent se replonger dans cette nostalgie heureuse de l'enfance et des objets mémorables, je les invite à aller chez Un jour une vieillerie au 11 rue d'Orient, du coup, dans le 12e, juste à côté de l'école Boulle, un quartier hyper sympa. Merci beaucoup Alexandra d'être venue partager tous ces souvenirs avec moi. Merci beaucoup Colline, c'était super. Et à vous qui écoutez ce podcast, s'il vous a plu, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur l'application que vous utilisez. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Mémorable. Mémorable est un podcast imaginé par Encore Project, la plateforme qui redonne de la valeur émotionnelle aux objets d'occasion en racontant leur histoire. Il a été produit et réalisé par Prism, un studio de création lui aussi extraordinaire.